Donc, déjà, il faut savoir que la pollution, et notamment par les particules fines, c'est un phénomène très ancien. En fait, on a toujours respiré un air pollué. Je dirais même que les hommes des cavernes, quand ils faisaient brûler des choses dans la caverne, l'air ne devait pas être non plus extrêmement sain. Donc c'est un problème de fond. Le paroxysme a été probablement atteint au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, avec l'ère industrielle et les grandes pollutions urbaines, notamment le célèbre smog à Londres, dont on voit un tableau de Claude Monet qui le représente, mais aussi dans les campagnes où on brûlait absolument tout et n'importe quoi pour se faire de la chaleur et tout. Donc ça a toujours été très pollué, puis évidemment ça a continué avec la révolution industrielle du 19e, du 20e siècle, avec l'augmentation de l'industrie. Et c'est un phénomène mondial, la mauvaise qualité de l'air. On voit bien une image ici qui est tout à fait intéressante en Mongolie. Vous voyez la qualité. Et puis pareil, New Delhi, quand ça se met à être mauvais, c'est vraiment très mauvais. Donc c'est un problème global. Alors quand on appelle pollution, et là il y a une ambiguïté, on va avoir deux types de pollution. Nous avons la pollution au gaz, donc principalement l'ozone, le monoxyde et le dioxyde d'azote. Donc le NO2, ce qu'on appelle les NOx en fait. Dans certains cas aussi, on a pas mal de rejets avec le dioxyde de soufre, le SO2, et puis toute une batterie de composés chimiques plus ou moins toxiques, dont notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont émis par un certain nombre de combustions et qui sont vraiment un gros problème. On a une deuxième pollution qui va nous concerner ici, ce sont les particules fines. Et je détaillerai après qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là. Et il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est le CO2, parce que le gaz carbonique n'est pas un polluant. C'est un gaz à effet de serre qui intervient dans les modifications climatiques, mais ça n'est pas considéré comme un polluant. Alors Paris, c'est une des villes les plus polluées de l'Europe de l'Ouest, avec la plaine du Pô, qui va être aussi évidemment très polluée, la région de la Lombardie, et puis aussi quelques villes d'Europe de l'Est, notamment Cracovie aussi. Mais ce qui est particulier à Paris, c'est que c'est une cuvette. Et donc, il y a un vrai problème de circulation d'air, et on a très souvent des pollutions à l'ozone en été, comme on le voit dans cette image, et puis des pollutions en particules fines lors des grands épisodes de pollution d'hiver. Alors, la conséquence sanitaire, elle est importante. Même les chiffres les plus optimistes sortis par le ministère de la Santé et autres disent quand même 40 000 morts par an liés à la pollution, en ne considérant que la mortalité à court terme. Donc, c'est-à-dire principalement les problèmes liés à l'asthme, maladies respiratoires, AVC, crise cardiaque, ne sont pas pris en compte dans ces chiffres. Les maladies à long terme, dont on va parler tout à l'heure, et qui sont probablement une cause encore plus importante. D'autres estimations vont jusqu'à 100 000 morts par an, et on va le voir aussi après, un certain nombre de gens qui sont décédés de la Covid sont décédés à cause de la pollution. Alors si on rajoute les chiffres de la Covid, on voit que c'est un problème tout à fait important. En France, il y a 60 000 morts par le tabac. Donc ça veut dire que la pollution est un problème encore plus important, un problème sanitaire encore plus important que le tabac. Alors en Europe, bon, c'est probablement de l'ordre du million et quelques millions dans le monde, mais tous ces chiffres sont probablement complètement sous-estimés. Alors quand on parle de particules fines, de quoi parle-t-on ? Eh bien, il y a une ambiguïté, on va parler des PM10, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. On croit que ce sont les particules de 10 micromètres. Non, la définition précise, ce sont toutes les particules de taille inférieure à 10 micromètres. Un cheveu, c'est typiquement une cinquantaine de micromètres. Donc, un micromètre, c'est un millième de millimètre, donc c'est pas très gros. Après, on va parler aussi des PM2,5, qui sont toutes les particules en suspension dans l'air, qui sont de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Mais souvent, en fait, on va plutôt considérer les plus grosses de ces particules, puisque c'est elles qui vont en fait apporter une grande contribution dans les techniques de mesure. Et là, on vous montre un petit dessin. Je suis désolé, il y a quelques planches en anglais, parce qu'on trouve des illustrations souvent de meilleure qualité en anglais qu'en français. Mais typiquement, un grain de sable, c'est quelques dizaines de micromètres. Un globule rouge, c'est à peu près 8 micromètres. Des bactéries, des virus, notre cher Covid, c'était 130 nanomètres. Donc on est quand même dans ces petites pollens, les pollens c'est entre 5 et une centaine de micromètres, les pollens les plus classiques c'est vers une vingtaine de micromètres. Donc on a toute cette famille, ce bestiaire extrêmement large de particules de toute origine qui vont être présentes dans l'air ambiant
Et histoire de vous affoler un peu, chaque fois que vous respirez plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers de particules à chaque inspiration. Alors le problème, c'est que ces fameuses PM10 et PM2,5, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que les grandes concentrations sont pour des tailles beaucoup plus basses. Alors là, c'est un graphique, je suis encore désolé un petit peu, qui est en anglais, mais où on voit qu'on a des grosses particules vers 10 micromètres, typiquement les pollens, les sables, etc. Tout ce qui va commencer à nous embêter va se trouver entre 100 nanomètres et 1 micromètre. Donc tout ce qui va être carbone, les métaux lourds, quelques particules géologiques fines, les particules sulfatées, des particules à base d'azote, à base d'ammonium, du carbone noir ou du carbone organique, bref, toute la jolie cochonnerie. Et le maximum de concentration de ces particules se situe à peu près vers 100 nanomètres. Donc 0,1 micromètre. Donc c'est très bien de parler des PM10, mais ces particules-là ne pèsent rien. Donc par les techniques dont on va voir après, on va parler de masse de PM10 et on néglige en fait tout ce qui est derrière parce que c'est très difficile à mesurer. Donc en fait, si on reste d'un niveau sanitaire, il faudrait beaucoup plus s'occuper des particules qui sont inférieures à 1 micromètre. Alors les particules, et c'est là que les choses vont commencer encore à se compliquer, sont d'origine très diverse, ce qui permet d'ailleurs de dire qu'il n'y a pas un seul responsable, c'est un ensemble de situations et de conditions qui vont créer ces particules et en fonction de l'endroit où on va se situer, on n'aura pas du tout la même origine pour ces particules et certaines sont plus toxiques que d'autres et ce qui est plus toxique, c'est ce qui contient du carbone. Et on va voir d'où vient ce carbone. Alors l'origine naturelle, bien sûr les éruptions volcaniques et les cendres volcaniques, les épisodes de sable et de poussière, notamment saharienne, comme on trouve des fois sur les voitures le matin, qui peuvent être transportés sur des milliers de kilomètres, enfin ces poussières, les sels quand on est près de la mer. Alors j'ai pas mis, c'est un peu ambigu, les incendies, parce que est-ce que c'est naturel quand vous avez d'énormes incendies? On sait que malheureusement la plupart des incendies sont d'origine humaine, mais bien sûr il y a toute cette combustion de biomasse qui va produire aussi beaucoup de particules. Et puis la contribution majoritaire, c'est lié à l'activité humaine. Et alors là, il y a des sources. Dans le transport, on va avoir les voitures, le transport individuel, les transports collectifs, même les trains émettent des particules. Alors c'est l'usure des roues, le freinage, la poussière de ballast. On a bien sûr les camions. Le vrai problème, notamment à Paris, c'est le dernier kilomètre. En fait, ce sont les camionnettes de livraison qui sont les principales sources de pollution, parce qu'ils démarrent, ils freinent, ils accélèrent, ils redémarrent, le moteur a toujours froid, il n'est jamais dans un rendement optimum, et ça pollue beaucoup. Bien sûr, le trafic aérien, alors ça c'est une image très ancienne. Si vous regardez des vieux films des années 70 ou 80, quand on voit un avion qui décolle, il y a une poussière et une fumée derrière. Maintenant, les moteurs d'avion sont entre guillemets beaucoup plus propres, ou faussement propres, mais on ne voit plus ces très grosses poussières. Le trafic maritime, bien sûr, alors là avec tout ce qui est rejeté et c'est vaste. Le chauffage individuel et au bois, on va beaucoup en parler tout à l'heure. Les chantiers, n'oublions pas que la poussière de chantier c'est important. Tout à l'heure on m'a fait faire le pollution tour de la vallée de l'Arve et c'est vrai qu'on voit assez régulièrement des tas de sable qui sont entreposés. Ça c'est une véritable catastrophe parce que quand vous avez du vent supérieur à quelques mètres par seconde, ça ressoulève tout ça et ça va complètement disperser. Donc là, il n'y a même pas besoin d'avoir du sable du Sahara, vous avez simplement ces tas de sable de chantier qui sont un problème. Et puis l'agriculture, qu'on oublie, mais bien sûr, il y a les poussières quand il y a les récoltes, mais il y a aussi les épandages qui sont une véritable catastrophe, puisqu'on va mettre des engrais à base d'ammoniac notamment, et tout ça va se reconvertir, ça fait ce qu'on appelle des ammoniums, qui vont se reconvertir avec la pollution locale, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, et ça nous fait des particules dites secondaires, donc des phénomènes de chimie, de condensation qui recréent ces particules, et donc on a aussi tout un bestiaire de particules non pas émises directement, mais qui proviennent de gaz, de réactions chimiques et de phénomènes de condensation. Donc on comprend tout de suite qu'il n'y a pas un seul responsable, et ce n'est pas parce qu'on va arrêter tous les avions, qu'on va arrêter les voitures ou les camions, qu'on va résoudre le problème de la pollution, parce que les sources sont multiples. Alors comment on mesure tout ça? Eh bien, il y a des normes, et les normes concernent la masse cumulée de particules. Ça marche comment? Vous avez une pompe, un filtre, vous pesez le filtre avant, vous le laissez exposer une journée et vous pesez le filtre après, soit manuellement, soit par des techniques automatiques. Et donc c'est la masse cumulée
par heure et puis par jour qui va servir de référence. Alors, donc c'est une masse, évidemment, vous comprenez la limite de ce système, c'est que ce sont les plus grosses particules que l'on va mesurer, puisque les toutes petites et les ultra fines ont un poids qui va être complètement négligeable par rapport aux grosses particules. Mais bon, ces normes, elles valent ce qu'elles valent. Actuellement, il ne faut pas dépasser 50 microgrammes par mètre cube de PM10 par jour. Il y a quelques années, c'était 80 microgrammes. Et il y a encore plus longtemps, c'était 110 microgrammes. Donc quand même, les normes baissent. Et ça, c'est lent, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et puis l'OMS, il y a 2 ans, a fait un rapport avec des recommandations qui ont fait vraiment l'effet d'une bombe, où ils ont complètement baissé leurs normes, et ils se sont surtout attaqués aux PM2,5, donc déjà les plus petites, et avec des normes très strictes, puisqu'on doit avoir une moyenne journalière inférieure à 15 microgrammes, avec 3 ou 4 jours de dépassement autorisé par an, sachant qu'avant, la recommandation était à 25 microgrammes. Alors, ces recommandations, comment ça sort ? C'est pas du doigt mouillé, c'est assez logique et c'est purement empirique. Vous regardez les niveaux de pollution moyens et exceptionnels d'endroits et vous regardez la mortalité, et sur du long terme. Et vraiment, toutes ces études médicales statistiques montrent que les ennuis commencent à partir de 5 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Personne n'a atteint ces niveaux-là, sauf dans des campagnes complètement isolées. Et sinon, vraiment, une exposition supérieure à 15 microgrammes peut commencer à engendrer un certain nombre de problèmes. Donc vraiment, ce sont des résultats qui sont issus de grandes études qui ont été menées sur des dizaines d'années pour voir les conséquences sanitaires des forts taux de pollution. Mais ces normes, elles ne reflètent pas la réalité. Parce qu'il faudrait vraiment s'occuper, on va le voir dans quelques instants pourquoi, des particules inférieures à 1 micromètre. Bon, on n'y est pas encore, mais déjà, soyons francs, la technique qui mesure les PM10 et à la rigueur les PM2,5, c'est ancien, mais c'est robuste. Ça marche bien, à peu près bien. C'est assez précis, c'est fiable. Donc on a un indicateur qui n'est pas forcément de très bonne qualité, mais qui est quand même robuste. Donc c'est déjà mieux que rien, mais c'est clair qu'il va falloir à terme avancer vers d'autres techniques. Et c'est notamment ce que je fais avec mes instruments. On le sait tous, la masse c'est bien beau, mais il faudrait passer à la taille. Pourquoi ? Eh bien parce que on peut avoir des quantités, des distributions en taille, des nombres par gamme de taille, très différents, mais qui vont emmener aux mêmes mesures de masse. Si on a des aérosols secondaires qui peuvent être plus gros ou plus petits que les primaires, en fonction de la source de pollution, on aura une mesure de masse, mais on n'aura pas d'indication si cette pollution est dominée par des particules très fines ou ultra fines ou par des particules un peu plus grosses. Donc ça, c'est un véritable problème. Mais là, on commence à avoir un problème de fond. C'est la définition d'une taille, d'un diamètre. Dans vos vieux souvenirs de lycéens et même avant, vous devez savoir comment on peut trouver le diamètre d'une sphère ou d'un carré. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous redemander la formule, mais grosso modo, ça se calcule. Eh bien, quand on va avoir une particule d'une forme complètement irrégulière, on a un problème sur la définition de la taille. Et il n'y a pas de définition universelle. Donc, je vais lister un certain nombre de tailles. On a un diamètre optique, on a un diamètre de mobilité électrique, un diamètre de gyration, un diamètre aérodynamique. Et ces diamètres ne sont pas forcément en accord et dépendent de la technique de mesure qu'on utilise. Ce qui fait dire qu'il faudra beaucoup de temps pour arriver à avoir une normalisation et une référence pour les techniques en nombre. Donc, ce n'est pas demain qu'on va passer sur des références en nombre, même si tout le monde sait qu'il faudrait le faire à terme. Là, je vous ai montré différents appareils qui existent. Là, à gauche, c'est un appareil qui est assez cher, mais qui mesure les particules toutes petites, de 10 nanomètres à peu près, à environ 1 micromètre. Et puis nous, on a des compteurs optiques. Celui du milieu, c'est l'instrument que j'ai développé, qui s'appelle LOAC. Et puis je travaille aussi sur un autre appareil avec une société qui s'appelle Polutra, qui a monté des petits compteurs optiques sur des toits de véhicules de livraison électrique, en accord avec des PD, ce qui permet d'avoir une bonne cartographie d'une ville. On va en parler après. Donc on commence à faire des choses, aussi bien au niveau recherche qu'au niveau des startups. Ça va donner des indications, mais je crois que nos normes de PM10 et PM2,5 vont encore durer un temps certain avant qu'on les change et qu'on les fasse évoluer. Alors, quel est le problème sanitaire de tout ça ? Donc, je ne suis pas médecin, donc là, je parle sous le couvert de mes collègues médecins avec qui je collabore.
Mais pour faire simple, plus les particules sont petites, plus elles vont profondément dans l'organisme. Autre manière de dire de la même chose, quand vous ne voyez pas les particules, quand vous ne les sentez pas, c'est pas bon signe. Ce que vous voyez et ce que vous sentez, c'est que l'organisme a déjà développé des défenses contre ça. Et autrefois, on produisait des particules relativement grosses. Maintenant, on produit des particules de plus en plus fines. On va aussi voir tout à l'heure pourquoi. Et plus elles sont fines, et bien plus elles peuvent aller profondément dans l'organisme. On sait que celles qui sont de l'ordre de 10 micromètres vont être arrêtées par les voies respiratoires supérieures. Les particules inférieures à 3 micromètres vont commencer à rentrer dans les poumons. Et même celles qui sont inférieures à 1 micromètre, elles peuvent complètement rentrer dans le flux sanguin. Et donc on va les retrouver dans tous les organes. On en retrouve dans le cerveau, dans le placenta des femmes enceintes, partout. Plus elles sont fines, plus elles vont pouvoir se propager extrêmement profondément. Et là, on commence à comprendre que, évidemment, ça va générer des problèmes, d'autant que si ces particules sont carbonées, ce sont elles les plus dangereuses. Alors, les effets sur la santé humaine, on a deux types d'effets. On a les maladies à court terme, ça c'est bien documenté depuis plusieurs dizaines d'années. Lorsque vous avez un pic de pollution aux particules fines, vous avez une augmentation des crises d'asthme, avec les conséquences que ça peut avoir, une augmentation des AVC, et une augmentation des crises cardiaques. Ça, c'est parfaitement documenté. Il y a eu un cas très célèbre, c'était un grand épisode de pollution en Londres en 1952, de smog, qui a duré plusieurs semaines, et il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont décédées dans les jours qui ont suivi, donc principalement de ces pathologies. Et puis, il y a aussi, à court terme, la sensibilité au virus. Je vous en parlerai tout à l'heure dans le cas de la Covid-19. Maintenant, beaucoup de travaux portent sur les effets à long terme. Et là, il y a bien sûr les allergies. On le sait, la proportion de personnes allergiques ne fait qu'augmenter. C'est une véritable, c'est même plus une épidémie. Enfin, ça touche maintenant 50% de la population. Et on sait que dans quelques années, tout le monde sera allergique. Les cancers, ça on s'en doute, et c'était bien connu. Le diabète, notamment le diabète de type 2, est lié à la pollution. C'est démontré maintenant, c'est assez récent. Les maladies neurodégénératives sont en partie liées à la pollution, où la pollution pourrait être un facteur aggravant, qui pourrait expliquer l'augmentation des Alzheimer. Un résultat très récent, le glaucome aussi est lié à la pollution. Du moins, là, ça ne déclenche pas, mais c'est un facteur aggravant chez les personnes qui peuvent être sensibles. Donc, c'est un véritable problème. Alors, j'aime bien cette image. Fumer, c'est un véritable problème, mais respirer de l'air pollué, en termes de santé humaine, c'est encore pire. Comme dit un de mes amis, le docteur Souvé, il faut mieux fumer des cigarettes que de respirer de l'air pollué. C'est provocateur, mais en termes de probabilité de mortalité, c'est hélas exact. Alors venons-en justement au cas de la Covid. Ça, c'est des travaux que j'ai menés là, ces 2 dernières années. On sait que certains épisodes de pollution vont favoriser certaines épidémies. Ça a été montré notamment sur la fameuse grippe espagnole de 1918. Donc ça, c'était connu, ou du moins on savait qu'il y avait des liens. On arrive à expliquer à peu près le mécanisme. Eh bien, un coup de malchance, pour la Covid, ça a été pareil. Vous avez, lorsque vous êtes en situation de pollution, une irritation des alvéoles qui va se produire, alvéoles pulmonaires, et pour certains virus, c'est une porte d'entrée dans l'organisme. Dans le cas de la Covid, une fois que la Covid était rentrée dans votre organisme et que vous n'êtes déjà pas forcément en très bonne santé, le temps d'espérance de vie était de l'ordre de la semaine. Donc, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais quand on disait aux gens « Oh attendez que ça s'aggrave et puis faites le 15 quand vous ne vous sentez pas bien », évidemment, c'était beaucoup trop tard. Alors, quel est le lien avec la pollution ? Eh bien, en fait, on s'est aperçu que, d'abord, c'était des corrélations. Maintenant, le mécanisme est assez bien connu. La pandémie s'est répandue dans des endroits où il y avait des fortes pollutions. Ça a bien sûr commencé en Italie, dans la Lombardie, mais très peu de temps après, ça a démarré à Paris. Et puis dans d'autres villes, il y a eu des foyers à peu près simultanés, ce qui n'est pas très logique pour une épidémie. Et il y a surtout des zones qui n'ont jamais été touchées. Vous avez toujours évidemment un niveau de fond de mortalité, mais des villes comme Brest ou Bordeaux, ou même Toulouse qui est très venteuse, qui ont des niveaux de pollution assez bas, n'ont pas du tout eu les foyers qu'on a pu constater dans d'autres endroits. Donc c'est pas une vraie épidémie qui s'est propagée comme peut se propager la peste. Il y a eu vraiment des foyers et on a vu qu'à chaque fois, sans aucune exception, c'est ça qui est remarquable,
épisode de pollution important, le Covid. Ou la Covid. Et niveau de pollution assez faible, pas de pic énorme de Covid. Et en fait, là où c'est plus subtil, c'est qu'il faut prendre en compte non pas le pic de pollution, mais l'historique des pics de pollution pendant à peu près 2 mois. Donc c'est l'exposition à ces pics et l'accumulation de ces pics qui va créer progressivement cette irritation des alvéoles respiratoires. Et dès qu'on a atteint un certain seuil, là, c'est une entrée directe de la maladie. Donc ça, c'est des courbes que j'avais faites qui montraient sur différents endroits, bon, Émilie-Romagne en Italie ou en Gironde en France, c'était la mortalité par million d'habitants. Et on voit que, eh bien, chaque fois qu'on a un pic de pollution, lissé, puisqu'il y a ce phénomène intégrateur sur les 2 mois qu'il faut prendre, en compte, à chaque fois qu'on voit une augmentation de la pollution, on a une augmentation de la mortalité. Mais à l'opposé, c'est parfaitement réversible. C'est-à-dire que le pic de pollution s'arrête, la mortalité Covid s'arrêtait, et toutes les vagues de Covid, y compris la dernière de l'automne ou du début de l'hiver 2022, ont toutes été associées à des épisodes de pollution. Et on voit bien que pour des niveaux de pollution beaucoup plus faibles qu'on avait en Gironde, eh bien, la mortalité par million d'habitants a été beaucoup plus faible que celle qu'on a pu constater à Paris ou en Lombardie. Alors pour aller un peu plus loin, il y a l'affaire de l'intensité des pics qui compte. Et donc, plus les pics sont intenses, plus la mortalité par million d'habitants a augmenté. Mais encore une fois, c'est réversible. Donc, lorsqu'on quittait la pollution, eh bien, la mortalité rediminue. Donc, ça a permis de faire ces courbes qui nous montrent l'évolution en concentration massique en PM2,5 et la mortalité par million d'habitants pour un certain nombre de villes et de régions. Là, il y en a avoir près d'une vingtaine. On a systématiquement la même tendance. Comme vous pouvez le constater, ça augmente systématiquement. Que l'on le fasse de manière globale ou individuelle par région, on a toujours à peu près la même chose. La pente va dépendre après de la condition sanitaire des populations, de la manière dont c'est géré, avec la Hongrie qui avait des taux de pollution assez forts, mais surtout qui n'est absolument pas préoccupée de sa population, avec un déni de réalité, où là on va avoir des phénomènes qui ont été beaucoup plus forts. Alors pour aller encore plus loin dans cette analyse, c'est bien sûr l'accumulation des pics, mais c'est l'intensité des pics de pollution qui est la clé. Ce qu'on appelle le gradient des pics. Et c'est un graphique, le graphique de gauche, qui vous montre, bon, après vers la fin de l'épidémie, c'était un peu moins marqué, mais sinon, il y a un accord absolument extraordinaire entre l'intensité d'augmentation du pic de pollution et l'intensité d'augmentation du pic de mortalité. Donc tout ce qui a été confinement, etc., ça a été d'une utilité relativement limitée. Il y a même le deuxième confinement a été parfaitement géré par rapport au pic de pollution et aux attentes, en sachant à peu près quand est-ce que la pollution, typiquement la pollution de printemps, s'arrêterait. Et donc là, c'est à peu près la même chose, donc on le voit sur la courbe de droite, avec quand même quelques particularités. Notamment, je vais parler dans la planche suivante, la Hollande du Sud et notamment Rotterdam, où là, il n'y a pas l'air d'y avoir d'énormes effets. Alors, qu'est-ce que tout ça cache ? Eh bien, il y a quelque chose qui est ressorti aussi de cette étude, c'est que pour des villes à pollution, on va dire relativement modérée, mais constante, eh bien, la mortalité liée au Covid a été beaucoup plus faible. Pourquoi ? Parce que des gens qui sont exposés en permanence à des niveaux de pollution élevés mais sans être catastrophiques, eh bien, ont développé une sorte d'immunité, donc les alvéoles ont été beaucoup moins abîmés. Donc, ce qui est clair derrière tout ça, c'est que, encore une fois, c'est vraiment la variation brutale de la pollution qui fait que l'organisme n'a pas le temps de réagir et donc va créer tous ces problèmes. Ça vous montre la courbe justement de la Hollande, où le nombre de morts par million d'habitants a été un petit peu élevé lors de l'arrivée de l'épidémie, ça c'est à peu près normal, mais après, ça a été beaucoup plus bas, parce que vous voyez, il y a des variations, mais les niveaux de pollution ont été beaucoup plus constants. Donc c'est vraiment les fortes variations qui sont la clé du problème. Alors ce qu'on commence à voir aussi, c'est que c'est pas que pour la Covid, c'est vrai pour un certain nombre de virus, pour certaines grippes, apparemment aussi pour la bronchiolite, donc mes collègues essaieront de continuer ces études, mais il ne faut pas se leurrer, à chaque fois qu'on va avoir une succession de pics de pollution, il est certain qu'il y a toute une cohorte de maladies respiratoires qui va apparaître derrière. Et je reprécise que les gens qui sont morts de la Covid ne sont pas comptabilisés comme étant morts de la pollution.
Vous voyez que si on rajoutait le nombre de morts de la Covid au nombre de morts de la pollution, ce n'est pas 40 000 par an qu'on va avoir, mais évidemment nettement plus. Alors, pour montrer un autre lien aussi, c'est ce qu'on appelle l'exemple de Tokyo, qui est quelque chose de très intéressant, où là, il y a pas mal d'années, jusqu'au début des années 2000, il y avait un vrai problème de pollution, de santé, donc ils ont décidé, de manière très brutale, d'interdire tous les véhicules diesel en ville. Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté en 10 ans? Les PM2,5 ont quand même diminué de 50%. Donc, c'était là bien le problème de circulation en ville qui était une des sources majoritaires de pollution. Et surtout les moteurs diesel. Et conséquence sanitaire, eh bien 20% de mortalité en moins par maladie pulmonaire, 20% en moins de crise cardiaque et baisse de 6% des AVC. Donc l'exemple de Tokyo est un très très bon exemple du lien, des liaisons dangereuses et intimes entre la pollution et la santé humaine. Et puis en plus, l'air est nettement plus transparent maintenant à Tokyo. Alors, quel est le problème en fait que l'on a? Eh bien le problème que l'on a quand on fait de l'énergie, qu'on roule, qu'on chauffe ou quoi que ce soit, on transforme quelque chose en quelque chose d'autre. Quand vous brûlez du bois, il ne disparaît pas le bois, vous le transformez en particules et en gaz. Pareil, quand vous brûlez de l'essence ou du gasoil, c'est la même chose, vous changez l'état de la matière. Et le problème, c'est ce qui se passe dans ce changement. En fonction de comment on fait le changement, on va modifier le type de pollution qu'on produit. Alors, si on écoute un certain nombre d'élus de pouvoir public et pouvoir politique, disent tout va bien ou tout va mieux parce qu'on a diminué en quelques dizaines d'années la concentration massique en PM10. Et c'est tout à fait vrai. On a fortement diminué. Mais comme les PM10, du moins les plus grosses des PM10, n'ont aucun effet sur la santé humaine, ça ne change absolument rien. Quant au PM2,5, ça a un petit peu diminué, mais pas tant que ça, en concentration massique. Et comme je vous le disais, on ne fait pas disparaître la matière. Si on a diminué le nombre de PM10 alors qu'on n'a jamais autant consommé, c'est qu'on a transformé ces PM10 en autre chose. Et c'est ça la clé du problème, c'est qu'on augmente de plus en plus la concentration en particules ultra fines, inférieures à 1 micromètre et même 100 nanomètres pour les ultra fines, et qui sont, on l'a vu tout à l'heure, bien plus néfastes pour la santé. Et si on n'a pas produit de particules fines, on a produit des gaz, dont notamment les fameux hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont le benzène est un représentant, qui sont cancérigènes et puis qui peuvent se recondenser pour faire des particules fines, elles-mêmes cancérigènes. Et ça a été la grande astuce des constructeurs automobiles pour dire on a amélioré les moteurs, c'est qu'ils se sont arrangés, bon, indépendamment des trucages qu'ils ont fait, mais ils se sont arrangés pour changer la nature des rejets. Et comme on mesure toujours les rejets avec un vieil indicateur, eh bien oui, on a diminué la quantité de PM10 et diminué la quantité de NOx. Mais on a produit à la place des choses hautement dangereuses. Si on veut faire de la provocation, il faut mieux rouler avec un bon vieux diesel avec de la fumée bien noire, bien grasse, vous allez vous en mettre partout, mais il y aura moins de particules fines que ce qui sort de nouveaux diesel avec les filtres à particules et le fait de rebrûler ces particules et tout, qui va produire des quantités de particules ultra fines, donc qui sont extrêmement dangereuses, et puis des HAP, ces fameux gaz genre benzène. Donc en fait, on n'a rien réglé du tout, on a déplacé le problème, on l'a rendu invisible avec les techniques de contrôle. Bon, les choses évoluent quand même un peu, parce que l'OMS avait donc sorti l'année dernière ces nouvelles normes pour les PM2,5, normes très strictes, avec une moyenne annuelle qui devrait être inférieure à 5 microgrammes, alors qu'on est plutôt à 15 microgrammes dans nos villes. Et puis je fais une petite parenthèse, les appareils traditionnels de surveillance officielle de la qualité de l'air n'ont pas la précision pour aller chercher les 5 microgrammes. Donc là, ça va être encore un autre problème. Bon, mais 15 microgrammes, ils le font à peu près bien. Mais ces nouvelles normes sont donc absolument draconiennes, c'est une bonne chose, et les nouvelles lois sur l'air qui sont en train d'être discutées vont suivre les recommandations de l'OMS. Donc là, on va prendre en compte les PM2,5, maintenant dans des indices de qualité de l'air, et suivre ces recommandations, et là, ça va être saignant, parce qu'avant, en PM2,5, on était à 25 microgrammes, alors bon, grosso modo, on arrivait à peu près à limiter les dégâts, là, quand on va passer à 15 microgrammes, ça va être absolument catastrophique. Et c'est ce qu'on va voir maintenant.
Alors, on va commencer par l'exemple de pollution à Paris. Ça, c'est des résultats que vous voyez en toute primeur, puisqu'ils vont être présentés à la presse d'ici 2 semaines. Et l'article est en cours de publication, enfin l'article scientifique. J'ai fait ces cartes à partir de données donc d'une société privée qui s'appelle Polytrack et qui a équipé, on l'a vu tout à l'heure, des petits capteurs optiques sur un certain nombre de véhicules électriques de livraison, donc du groupe DPD, et ça permet d'avoir énormément de données. Dans Paris, vous n'avez que 6 stations fixes qui mesurent des PM2,5, et encore il y a quelques années, il y en avait 3, dont une qui marchait souvent pas. Donc on n'a pas une bonne vision de ce qui se passe et de l'hétérogénéité d'une ville. Là, vous avez beaucoup de ces capteurs, donc on peut faire des statistiques et on peut faire des cartes. Et à partir donc de toutes ces mesures, eh bien, j'ai calculé le niveau moyen en PM2,5 pour la période 2018-2022. Alors vous allez avoir des années plus polluées, d'autres moins polluées, puisque l'allié ou l'ennemi principal de la pollution, c'est la météo. Quand vous avez du vent et des grosses pluies, ça chasse, ça disperse la météo, ça disperse la pollution. Elle est toujours là, mais ça l'étale, et puis ça l'envoie aussi vers l'eau, vers les sols et donc vers les fleuves. Par contre, quand vous n'avez pas de vent, vous avez de l'accumulation de pollution. La vallée de l'Arve, c'est un bel exemple. En plus, c'est quelque chose de butoir, donc vous pouvez avoir plein de choses qui vont s'accumuler. Et là, évidemment, la pollution peut fortement augmenter. Donc, d'une année sur l'autre, en fonction de la durée des anticyclones, des températures, des couches d'inversion, etc., on aura une certaine variabilité, sauf que la pollution est quand même toujours plus élevée en hiver qu'en été. Donc, bref, revenons à nos moyennes sur Paris. Bien, j'ai fait ces moyennes. Alors, la valeur moyenne de cette période-là, c'est à peu près 15 microgrammes, ce qui est déjà élevé. Je rappelle que l'OMS demanderait 5 microgrammes, mais surtout, on va avoir une grande hétérogénéité. Vous allez avoir, dans les quartiers les plus riches de Paris, le 7e et le 16e, ou une partie du 6e, on va avoir les taux de pollution les plus bas, vers 12 microgrammes. Par contre, près du périphérique parisien, on va avoir les valeurs les plus élevées. Et puis on va avoir, quelques triangles d'or, j'appelle ça ici. Ça, c'est le lien périphérique à 6A à 6B. Donc là, tous les gens qui habitent là. Il y a un hôpital, c'est juste à côté, c'est une bonne idée. Ça, vous reconnaissez, c'est la porte de Bercy. Là, c'est la liaison de la A3 pour les Parisiens, A3 périphérique. Et puis là, on a l'autoroute du Nord, mais c'est un peu moins pollué. Donc on voit ça. Tous les gens qui habitent à proximité du périphérique vont avoir, simplement en masse, vont avoir des taux 1,5 fois plus élevés que dans les très beaux quartiers. Vous voyez aussi qu'on a un effet, une sorte de dichotomie. On a un effet où les valeurs sont plus faibles au sud-est de Paris qu'au nord-est, sud-ouest de Paris par rapport au nord-est. Les raisons, c'est un peu compliqué. C'est probablement aussi le rôle des incinérateurs. Il y a un méchant incinérateur juste au sud-ouest. Et il va émettre des gaz, ces gaz vont se condenser, production d'aérosols secondaires, plutôt probablement dans le nord-est de Paris, mais il peut y avoir d'autres explications. Et maintenant, on va regarder ces cartes qui nous montrent le nombre de jours de dépassement en PM2,5 par rapport au nouveau seuil de l'OMS. Je vous rappelle, c'était pas plus de 3-4 jours par an. Et bien, dans les meilleurs endroits de Paris, on est à 100 jours. Donc, ça veut dire 3 mois. Et pour les pauvres personnes qui habitent près du périphérique, c'est 220 jours. Donc là, on est à 9 mois, non, on n'est pas 9 mois, 8 mois, enfin entre 7 et 8 mois d'exposition toujours à ces dépassements. Encore une fois, comme d'habitude, les endroits les moins pires, c'est une partie du 7e et du 16e arrondissement. Alors l'explication aussi, il y a les sources, mais il y a aussi la topologie de la ville, ou la topographie de la ville. Comment la ville est construite? Eh bien, dans les quartiers est de Paris, il y a un vrai problème de ventilation. Il reste encore plein de petites rues qui sont des rues, ce qu'on appelle canyons, donc très étroites. L'air rentre dedans, il ne ressort pas. La pollution va être complètement piégée à l'intérieur de ces petites rues. Alors c'est agréable, c'est le Marais, c'est les quartiers un peu bobos de Paris, mais en fait, c'est horriblement pollué. En plus, vous avez quelques axes routiers qui n'arrangent rien, mais c'est vraiment cette configuration de la ville. Donc, une partie des quartiers les plus chers de Paris actuellement, enfin en tout cas, il y a toute la partie sud, il y a une bonne partie de l'est de Paris qui commence à être de plus en plus chère, et c'est les quartiers des bobos, comme on dit. Eh bien, en fait, ils sont confrontés à des taux de pollution qui sont finalement très élevés. Et évidemment, comme toujours, les excès qu'on avait vus tout à l'heure au niveau du périphérique.
Donc là, vraiment, en fonction d'où vous viviez dans Paris, eh ben, vous n'avez pas du tout le même niveau d'exposition et donc vous avez beaucoup plus de risques sanitaires. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir les données par hôpitaux de mortalité au Covid. Ça aurait été très intéressant de faire l'étude, mais ça n'a pas été possible. Alors, dernière chose aussi, je vous parlais des nombres tout à l'heure. Là, je vous ai montré à partir des mesures en masse, mais si on fait les mesures en nombre, c'est-à-dire le nombre de particules par gamme de taille donnée ou le nombre total, c'est un peu différent. Vous voyez que l'aspect, la dichotomie sud-ouest-nord-est a tendance un petit peu à s'effacer. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va avoir des sources de nature différentes. Et encore une fois, que la masse ne permet pas de savoir la nature des sources. Donc là, on se rend compte qu'il y a des zones, c'est un peu plus homogène, probablement liées au trafic. Il y a aussi derrière Montmartre, c'est plutôt pas trop mal parce que la colline de Montmartre et celle de Belleville doivent faire aussi un petit peu écran. Donc, si on veut encore mieux se rendre compte du problème, il faut mieux passer en nombre qu'en masse. Alors là, c'est encore pire, puisque entre les zones les moins polluées et les plus polluées, on a pratiquement un facteur 2 du nombre de particules supérieur à 500 nanomètres, 0,5 micromètres, que l'on respire. Donc on atteint encore des proportions tout à fait effrayantes. Alors vous allez me dire, la vallée de l'Arve. Eh bien, j'ai pris les mesures de la station à Passy, sur quasiment à peu près la même période de temps que ce que vous avez vu sur Paris. Eh bien, la moyenne, elle est, moyenne annuelle, de 14 microgrammes par mètre cube. Je vous rappelle que Paris, on était entre 13 et 18. On est tout à fait dans des niveaux similaires à Paris. Par contre, ce qui est tout à fait intéressant, c'est le nombre de jours de dépassement. Alors, je ne l'ai pas précisé là-dessus, mais bien sûr, je parle des PM2,5. Eh bien, le nombre de jours de dépassement en moyenne par an, les années c'est plus et d'autres c'est moins, c'est 110 jours. On était à combien à Paris tout à l'heure? Les plus bas, c'était 100 jours. Bon, les plus hautes, c'était 220, c'est le périphérique, mais les plus classiques, c'est 105. La moyenne sur Paris, c'est entre 120 et 130 sur la même période. Et là, c'est 110. Donc, le nombre de jours de dépassement de ces seuils OMS sont quasiment similaires à ceux de Paris, du moins ceux de la moyenne de Paris. Donc, les Parisiens qui viennent respirer le bon air de la montagne ici, eh bien non, ils retrouvent le bon air parisien. Même si les sources de pollution ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, puisqu'il y a probablement plus de pollution industrielle qu'on en a à Paris. À Paris, il n'y a pas d'industrie, ou très peu. Donc c'est principalement de la pollution routière et aussi de chauffage au bois par la banlieue. Ici, vous avez en plus toute l'activité industrielle, les incinérateurs et autres cochonneries qu'on a visitées dans le Pollution Tour, que je vous invite à faire, puisqu'apparemment, le trajet commence à bien être défini. Alors, et là, on s'approche de la fin. Le chauffage au bois. Alors ça, le chauffage au bois, c'est notre futur cheval de bataille. Le problème du diesel, on va dire qu'il a été à peu près réglé. Il y a de moins en moins de véhicules diesel qui se vendent, on commence à savoir que c'est très polluant. Les constructeurs se sont fait prendre la main dans le pot de confiture en truquant les tests et les données. On sait aussi qu'en ville, c'est pas bon parce qu'en ville, passez votre temps à accélérer, freiner, etc., le moteur est jamais chaud, donc n'a jamais son rendement optimum. Donc le diesel en ville, c'est une aberration, il faut l'arrêter, il y a de moins en moins de véhicules diesel qui se vendent. Par contre, on va être très clair, sur autoroute, en campagne et pour des grandes distances, j'ai aucun problème avec les moteurs thermiques. C'est même plus efficace qu'une voiture électrique. Donc en ville, du véhicule électrique, dans des zones des campagnes et des zones isolées, le thermique, il a un très bon rendement, et ben pourquoi pas. Sachant que le vrai problème, c'est de limiter la consommation. Le problème, ce n'est pas l'énergie que vous utilisez, c'est d'avoir un véhicule qui va consommer 10 litres au 100. Si vous avez un véhicule qui consomme 2 litres au 100, eh bien, vous polluez 5 fois moins. Donc le vrai problème, ce serait de faire des véhicules de plus en plus légers en fonction des besoins et surtout qui ont des niveaux de consommation qui sont à la baisse. Or, tous les véhicules consomment, enfin, ça fait 20 ans qu'on n'a pas diminué la consommation des véhicules. Et ils sont de plus en plus lourds, donc évidemment, ça n'arrange pas les choses. Voilà, donc ça c'était quand même quelque chose d'important, mais le chauffage au bois, c'est le futur problème qui arrive. Alors, et c'est compliqué, ça part d'une bonne idée, d'ailleurs c'était la même bêtise qui avait été faite pour le diesel, on va dire le diesel émet moins de CO2, le problème c'est le CO2 qui, je vous rappelle, n'est pas un polluant, mais est un gaz à effet de serre. Et donc le problème c'est le CO2, il faut absolument diminuer le CO2, comme, oui, c'est vrai que c'est un véritable problème. Si on prend des choses avec du bois,
C'est très clair. En cas idéal, on prend des choses de surface, on brûle du bois, ça repart dans l'atmosphère, donc ça fait du CO2, mais ce CO2 va être recapté par les arbres, et les jeunes arbres vont refaire du bois, etc. Donc c'est un cycle à peu près en stabilité. Ce qui n'est pas vrai si on détruit les forêts. On se doute bien qu'en détruisant les forêts, c'est pas vrai. Mais grosso modo, on peut dire que si on fait il est resté une faute. Le renouvellement des arbres, pas des sabres. Des sabres. Donc le renouvellement des arbres. Et donc, bon, on peut comprendre, et c'est ce qu'on vous montre sur cette figure-là avec le cycle du carbone. Quel est le problème avec les énergies fossiles? Eh bien, c'est qu'on prend des choses qui sont enfouies sous terre, qu'on va ramener dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que le CO2 augmente, parce qu'on sort ce qui est contenu du CO2 de la Terre, on l'envoie dans l'atmosphère, mais on ne va pas reproduire rapidement du pétrole ou du charbon. Donc c'est ça qui fait augmenter le CO2. On peut se dire de manière optimiste que quand on aura tout sorti du sol, eh bien évidemment, on n'augmentera plus le niveau de CO2. Mais comme chaque année ou tous les 10 ans, on retrouve qu'il y a des réserves pour 20 ou 30 ans, ça va quand même durer un certain temps. Donc, l'idée du chauffage au bois, ce n'était pas forcément idiot avec cet aspect du CO2. Mais en fait, en termes de santé, c'est une véritable catastrophe. Et là, je reprends ce graphique qui a été publié il y a quelques semaines dans Le Point, à partir de beaucoup d'études. Eh bien, ce qui pollue le plus en termes de rejet dans l'atmosphère à cause de la combustion du bois, je vous rappelle qu'on brûle, on change l'état, mais on ne fait pas disparaître le bois. Donc on va créer des quantités astronomiques de particules fines, de gaz polluants. Alors à une époque, les gens faisaient les mesures juste au niveau des cheminées en disant tout va bien, sauf qu'on ne mesure pas les gaz qui eux se recombinent un peu plus loin et qui vont faire à nouveau des particules fines. Eh bien, si on regarde ce graphique, c'est tout à fait intéressant. Le pire, c'est bien sûr le foyer ouvert. Les poêles à bois conventionnels, c'est pas bon. Les poêles à bois éco-design, c'est pas bon. Les chaudières à granulés, c'est pas bon. Les systèmes les moins polluants en termes de particules fines, c'est le fioul. Et l'idéal, c'est le gaz. Tout ce qu'on nous demande d'arrêter. Alors, fort heureusement, l'INEPSI globale qui était d'arrêter de faire du chauffage au gaz a été annulée, puisqu'on devait arrêter de produire des chaudières. Or, en termes de santé humaine, c'est ce qui est le meilleur. Évidemment, le chauffage électrique est très bien. En termes de rejet de particules, après, reste à savoir comment on a fait l'électricité. C'est encore un autre problème. Et c'est malheureux à dire, mais c'est le gaz, finalement, qui est le moins dangereux. Et même en termes de rejet de CO2, c'est pas énorme. Bien sûr, ça rejette plus que le bois, mais c'est pas énorme. Et en termes de santé publique, c'est la meilleure solution. Donc c'est pour ça qu'on avait arrêté. Donc tout le monde se lance dans la folie du bois, et c'est une folie intégrale, parce que c'est un problème sanitaire majeur, on le sait, et qui va se développer. Et donc c'est ce que je vous montre ici. Et c'est là où le système est encore plus vicieux. C'est que bien sûr on va transformer en particules carbonées, mais plus la combustion est meilleure, plus les particules sont petites. C'est pareil pour votre diesel, c'est pareil pour votre chauffage au bois. Et là on le voit très bien sur cette photo à gauche, plus les particules sont petites, plus les fumées sont bleues. Donc là, à gauche, c'est des particules beaucoup plus petites que ce que l'on voit, à droite, sont des particules beaucoup plus petites que ce que l'on voit à gauche. Donc, on a une très bonne combustion, on augmente les rendements, mais alors on produit des choses qui, en termes sanitaires, sont absolument épouvantables. Et puis, bien sûr, elles sont mal filtrées, parce qu'elle a filtré des particules de 10 nanomètres. Ça existe, mais ce n'est pas facile. Ça va nécessiter aussi un entretien absolument gigantesque de votre système de chauffage. Alors là, je parle du chauffage individuel. Vous imaginez pour une centrale à bois, les conséquences sanitaires que ça va faire pour les gens qui sont juste en dessous et pour tout évidemment, puisqu'on met les écoles contre les centrales à bois, des futures centrales à bois, c'est une catastrophe sanitaire majeure. Je vous rappelle aussi qu'un enfant hyperventile très rapidement, il respire beaucoup plus vite que nous et ses poumons sont en formation. Donc dès le début, il va être affecté, et encore une fois, de manière non constante, parce que ça va être sur des pics liés à la météo. Les barbecues aussi, c'est pas top, hein. Alors bon, je ne vais pas vous interdire de faire des barbecues, mais c'est bien polluant. Puis alors en plus, même ce qui est sur la viande, là aussi, toujours le problème des rejets. Alors l'idéal, c'est de se chauffer au bois en faisant un barbecue avec un feu d'artifice le même jour. C'est absolument, vous avez tout faux. Donc voilà, donc il faut absolument limiter les chaufferies au bois, le nombre de chaufferies et les poêles au bois, parce qu'on va vraiment vers un problème sanitaire majeur. Alors évidemment, on ne va pas tout interdire, mais il faut le mettre dans des endroits judicieux. On ne va pas mettre des chaufferies au bois dans la vallée de l'Arve.
C'est très mal ventilé. Il faut le mettre, ben oui, on sait bien que c'est l'idée. Et on va en mettre plein. Non, il faut le mettre dans les zones où c'est ventilé. On sait qu'il n'y aura pas d'accumulation de polluants. Donc pas en zone urbaine, pas dans des vallées encaissées. Donc, et puis, même en chauffage individuel au bois, il faut utiliser le bon combustible, les bonnes conditions de combustion. On m'avait expliqué comment on utilise un poêle au bois et tout, avec granulé. Eh bien, il y a beaucoup de contraintes. Personne ne respecte la notice. Et donc, c'est pas top. Et puis surtout, il faut faire un entretien qui coûte extrêmement cher. Donc, le chauffage au bois, c'est pas une bonne solution. Donc, voilà une belle photo de la vallée de l'Arve que tout le monde connaît. Et évidemment, en hiver, vous allez avoir cette couche de pollution qui va rester très près du sol et qui va créer énormément de problèmes. Donc là, on a tout faux. Alors, on va diminuer nos rejets de CO2, mais on va tuer les gens. Alors, comme je dis de manière cynique, et on m'a autorisé à faire cette analogie, finalement, c'est pas plus mal, puisqu'on va diminuer l'espérance de vie des gens, donc on va régler le problème des retraites. Alors, on peut voir ça comme ça. La contrepartie, c'est qu'on va surtout créer des maladies de long terme. Et c'est ce qu'on voit bien, il y a une augmentation des affections de longue durée, et donc ça va coûter très 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 cher à la collectivité si on soigne les personnes, ou alors on refuse de faire les diagnostics, ce qui résoudra aussi le problème. Donc ça vraiment, on le sait, on en informe les ministères et autres, soyons clairs, ils le savent, mais de là à faire accepter un certain nombre de choses, de moins se chauffer, de payer plus cher et tout, c'est pas forcément gagné. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour limiter la pollution ? Alors là, ça va donner un peu des vœux pieux, mais évidemment les bonnes pratiques. Ce qui est clair, c'est qu'il faut utiliser des véhicules adaptés à ces déplacements. Ça c'est une évidence, mais un 4x4 ou un SUV en ville, non, très clairement. Par contre, si on en a besoin, on le prend, mais pas pour aller en ville et pour amener les enfants à l'école. C'est vraiment dans des grandes villes ou à Paris, enfin c'est épouvantable, quoi. Donc, et puis après, si vous faites du déplacement urbain, il faut prendre un véhicule électrique. Pour du déplacement de longue distance, les vacances et tout, mais le thermique est très bien. Limiter le chauffage, oui, les appartements à 23 degrés, les maisons à 23 degrés, il faudrait peut-être arrêter. Pareil pour les hôtels, moi je voyage beaucoup pour le travail, dans beaucoup d'hôtels en hiver, on arrive, il faut ouvrir la fenêtre parce que l'hôtel a été chauffé à 23 degrés, parce qu'il y a quelques clients qui veulent qu'il fasse 23. C'est une aberration écologique. Et puis consommer de manière responsable, ça c'est toujours un vœu pieux, mais franchement, je le raconte beaucoup, j'ai baissé d'1 degré la température chez moi, je passais 19 à 18 l'hiver dernier, j'ai diminué ma facture de gaz, alors que le gaz n'a fait qu'augmenter. Donc ça veut dire que, en fait, c'est les premiers degrés qui sont les plus critiques. Et puis, alors là, c'est aussi un peu de provocation, mais il ne faut pas se leurrer. Plus on est sur Terre, plus on pollue. Donc l'augmentation de la pollution de la population entraîne fatalement une augmentation de la population. Et ça, c'est vrai pour tous les pays, que ce soit les pays émergents, les pays émergés, on pourrait dire les nôtres, ou l'Afrique, ou l'Inde, dont on ne parle pas, mais la véritable catastrophe sanitaire et écologique, c'est l'Inde, c'est un véritable problème. Donc on est trop sur Terre pour des ressources limitées et des niveaux de vie qui ne sont pas tenables pendant longtemps. Alors évidemment, si on était moins, ce serait plus compliqué pour payer les retraites, mais comme on est dans un système où on fait une sorte de fuite en avant pour avoir de plus en plus de monde, de plus en plus de consommation, parce que tout marche sur le principe du crédit, enfin ça nous embarque sur autre chose, mais on a un système qui fait qu'on ne diminuera pas la pollution. Ce n'est pas possible dans les choix actuels. Alors quand même, pour une note un petit peu plus optimiste, je crois quand même beaucoup à l'éducation, et notamment auprès des jeunes, pour une prise de conscience des effets néfastes de la pollution. Il faut prendre conscience que les ressources de la planète sont limitées et que polluer, c'est néfaste pour notre santé. Donc, de grâce, pas de jogging un jour de pollution. Pas de poussette qu'on balade au niveau de la hauteur des gaz d'échappement. Il est clair que les jours de pic de pollution, il faut, dans l'idéal, arrêter de respirer. Bon, ça va être difficile. Mais donc, il faut limiter sa respiration. Vous savez que quand vous faites un effort physique intense, vous respirez 5 à 10 fois plus que lorsque vous êtes au repos. Donc, les jours de pollution, si possible, à rester chez soi, ou être en télétravail, ou écouter la radio, lire un livre, mais pas de sport, pas d'activité physique. Alors, si vous restez chez vous pour couper du bois ou faire des trous à la perceuse, c'est pas bon non plus. Parce que là aussi, vous allez prendre beaucoup de particules fines. Donc, vraiment,
Et ça a l'air d'être un gadget, mais ce n'est pas du tout un gadget. Je vous rappelle que vous respirez plusieurs dizaines à centaines de milliers de particules à chaque aspiration. En moment en pic de pollution, ça se compte en millions. Et vous ne les évacuez pas toutes. Donc tout ça, ça va rentrer dans votre organisme. Donc les jours de grosse pollution, pas de sport et puis pas de compétition sportive non plus lors des pics d'ozone ou lors des pics de pollution parce que ça peut vraiment créer beaucoup de problèmes sanitaires. Voilà, écoutez, ce sont les messages que je voulais vous faire passer. Donc j'espère que ça ne vous a pas quand même trop effrayé et puis je pense que nous avons un petit peu de temps. Je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas regardé l'heure. Bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous dites qu'effectivement, tout ce qui contient du carbone est dangereux. Oui. Et vous dites que le CO2 n'est pas un polluant, n'est pas considéré comme un polluant. Non. Là, j'ai besoin d'une explication. Parce que le CO2, il y a bien du carbone. Non, alors oui, mais le CO2 c'est un gaz. Alors en carbone, vous avez tout à fait raison. Je parle en particules fines solides, donc en particules élémentaires. Le CO2 c'est un gaz. Et les particules carbonées sont des particules solides à base de carbone. En fait, le CO2, c'est un gaz. Si vous respirez et vous exhalez du CO2, ça ne va pas rester dans l'organisme. Votre particule, si elle a de la matière carbonée solide, là, ça reste dans l'organisme. Donc, le CO2 de votre gaz, c'est un atome de CO2. Moi, quand je parle de particules carbonées, c'est vraiment de la suie. C'est un bloc de carbone solide. Oui, dans tout ce qu'on respire, quelle est la part de la pollution intérieure par rapport à la pollution extérieure? Vaste sujet. C'est pire normalement en air intérieur, avec tous les composants qui dégazent, et puis même nous qui produisons beaucoup de poussière. Donc ça va vraiment dépendre de comment vous ventilez, votre environnement. Mais on dit que oui, dans une salle de classe, il faut ventiler déjà pour évacuer le CO2 et puis toutes les émissions de pollution. Mais dans d'autres villes, notamment en Pologne, puisque je travaille avec Cracovie, c'est le contraire. Il faut absolument fermer parce que quand la pollution extérieure est très mauvaise, il faut éviter que la pollution extérieure rentre à l'intérieur. Donc ça va dépendre de situation, il n'y a pas de règle générale, mais disons en France, l'air intérieur est souvent beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Donc il faut ventiler même en hiver. Vous allez quand même un peu diminuer les niveaux, vous allez évacuer du CO2 pour diluer aussi les virus. Vous savez, pendant le confinement, qui était quand même une des mesures les plus idiotes qu'on ait jamais inventées, on a rapproché les gens les uns des autres. Dans un milieu fermé, on n'ouvrait pas les fenêtres, il faisait froid. Donc les gens sont tous contaminés, les voisins, contaminés toute la famille. On a confondu isolement des personnes contaminées et confinement. Bien sûr, quand quelqu'un est malade, il faut essayer de l'isoler. Mais il ne faut pas confiner. Il ne faut pas confiner les gens qui sont en bonne santé. Bon, c'était une parenthèse. Donc, ça veut dire aussi quand même qu'il faut toujours aérer pour aussi diminuer ou diluer la concentration virale. J'avais une petite question. Souvent, on entend dire c'était pire avant. Donc, par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez dit, finalement, il y a une C'était différent. Voilà. En termes de grosses particules, c'était pire avant. En termes de particules ultra fines, c'est pire maintenant. Voilà, donc le type de pollution a changé. Et on commence à en voir les effets sanitaires. Alors, on va aussi être très clair. Avant, l'espérance de vie était plus courte, donc les phénomènes à long terme, on ne les voyait pas, ou peu. On avait moins de traitements, moins de médicaments. Donc c'est pour ça que la comparaison est très difficile. On sait que le niveau de PM10 a baissé. Là, en masse, la mesure en concentration massique, elle a baissé, c'est certain. Mais pour la santé humaine, c'est pas ça qui nous intéresse. Hein. Ce sont les PM2,5 voire les PM1. Et là, PM2,5, on n'a que quelques données, encore sur une période de temps courte. Et les PM1, on n'en a pas. On n'a pas de données. Donc, on ne peut pas juger. Il y avait la dame derrière, je crois. Tout à l'heure, vous disiez que les particules fines, on ne les éliminait pas. Non. Est-ce qu'il y a un moyen de mesurer l'accumulation de ces particules qu'on a pu cumuler dans le corps ? Par une autopsie. Je suis un peu direct, mais c'est comme ça que ça a été... et puis aussi l'analyse du placenta des femmes enceintes après accouchement, c'est comme ça que ça a été étudié. Mais non, on n'a pas de moyen de savoir... on n'a pas vraiment de moyen de savoir ce qu'on a. On sait maintenant que beaucoup de gens qui ont des problèmes d'Alzheimer ou autres, il y a une quantité anormale de particules carbonées qui ont été trouvées dans le cerveau. Oui, moi j'avais deux remarques à faire. D'abord,
l'implantation de l'incinérateur à Passy, il a une histoire. Je ne veux pas en parler parce qu'il me faudrait un quart d'heure et puis ça ne vaut pas le coup. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui a été dit. Disons rapidement qu'il y avait une cité ouvrière et que tous les élus du coin étaient d'accord pour balancer effectivement un incinérateur. Si on le faisait dans la vallée, c'était pas à Megève, c'était à côté de l'usine Egel Carbone qui avait une mauvaise réputation, on va dire, mais qui avait fait vivre la commune pendant un siècle. Les incinérateurs à Paris, c'est pareil, c'était pas dans les quartiers les plus riches qu'ils ont été mis. Si vous voulez, l'histoire est liée quand même aussi à des ambitions particulières, et aussi à l'accumulation de déchets, on ne savait pas quoi en faire. Donc pendant 20 ans, on les broyait, et puis on a fait des collines à côté de l'usine. Qui produisait encore du méthane, des lixiviants. On les voit dans le pollution. C'est une vraie saleté, absolument. Mais disons que c'était... on a cru que l'usine pouvait peut-être résorber ce phénomène d'enfouissement de shed sous les ordures. On en était là quand même. Ça, c'était une remarque. Vous avez vraiment raison. Encore une fois, ces conséquences sanitaires, on ne les sait qu'assez récemment. Autant il y a des scandales de l'amiante, les conditions sanitaires de l'amiante, on le sait depuis un siècle. Et ça a été masqué et tout, c'est ignoble. Mais franchement, les conséquences sanitaires de la pollution, les conséquences à moyen et long terme, ce sont des découvertes récentes. Le smog, on savait les effets, mais on pensait que c'était que respiratoire. Donc finalement, il y a des décisions qui ont été prises à une époque, entre guillemets, toute bonne foi, parce qu'on n'avait pas vu, on n'avait pas assez de recul pour voir les conditions sanitaires sur les populations à venir. Donc c'est pour ça qu'il... Alors attention, parce que là, vous parlez de l'enfouissement, mais je connais bien le problème de Passy, et toute la plaine où il y a des granulats avec une nappe phréatique en dessous, elle était creusée, on a récupéré les granulats qui ont été vendus aux entrepreneurs du coin, et puis on a bouché, on a remis des produits extrêmement toxiques, des produits industriels, et on a remis un peu de terre par-dessus. Alors un des entrepreneurs que j'avais rencontré me disait, mais pourquoi vous râlez? La plaine est plus verte maintenant qu'avant. Est-ce qu'il n'était pas forcément faux? Mais actuellement, on retrouve des perchlorates un petit peu partout. Enfin bon. Et oui, l'enfouissement, il y a le problème de la nappe phréatique. Et il faut absolument que ça passe pas. Donc il faut faire attention aussi par rapport à ça. Il faut vraiment que ça soit surveillé. Actuellement, on n'est pas capable de le faire. Donc c'est bien pour ça. La seule solution, c'est polluer moins, consommer moins. Mais j'avais une autre remarque là par rapport à ce que vous avez expliqué, qui était absolument intéressant. C'est la manière dont on procède actuellement, notamment dans la vallée, avec une culpabilisation des individus, c'est-à-dire on chauffe au bois, donc on a mis en place le fond air-bois, on essaie d'améliorer les choses, il y a beaucoup de pipeaux là-dedans. Franchement, ça les empire, puisqu'on crée de plus en plus de particules ultra fines. Oui, mais absolument, on est d'accord, vous l'avez bien expliqué, et puis je crois qu'on a un certain nombre à être convaincus, mais la réponse, la collective, est le plus grave, parce qu'on envisage des chaufferies au bois collectif. Ça, c'est une folie. Voilà, ça c'est la première chose. Intégrale. Et puis, sur la question du chauffage au bois, sur un changement d'appareil de chauffage au bois plus performant, donc j'ai bien compris que du coup on émet plus de particules ultra fines. Et des gaz toxiques. Mais est-ce que, avec l'amélioration du rendement, parce qu'on consomme quand même moins de bois pour une même quantité d'énergie, est-ce que le bilan s'équilibre pas un petit peu quand même? Pour vous, oui, pour les voisins, c'est pas top. Bien sûr, ça limite les dégâts, mais le problème, c'est la dangerosité des particules ultra fines. Et là, on commence à voir les conséquences. Il n'y a pas forcément besoin de quantité non plus énorme de particules ultra fines pour que ce soit dangereux. Donc, moi, je ne peux pas vous répondre quel est le bénéfice-risque, parce qu'on ne le connaît pas. On commence à le voir, mais on rejette tellement différemment. Et puis des choses qu'on ne maîtrise pas, puis des choses qui se recombinent, et des choses qui sont dangereuses. Est-ce qu'il faut mieux émettre une grosse fumée bien noire, peu dangereuse, ou des quantités plus faibles, mais de choses extrêmement toxiques? Je ne peux pas vous donner la réponse encore maintenant. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on voit de plus en plus d'augmentation de pathologies, et notamment chez les jeunes enfants. Donc on peut quand même se poser des questions sur cette stratégie. Et puis les filtres, c'est bien beau, mais le système en bois très performant d'entretien, ça coûte cher. Et je crois que pas grand monde ne respecte au niveau individuel les règles et les contraintes qui sont liées à l'utilisation de ces appareils.
Mais c'est un vrai problème. Hein. Une autre question en termes de santé, on parle de plus en plus du potentiel oxydant des particules. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus facile à mesurer, plus sensé au niveau santé que le comptage de particules ou pas du tout? Ah bah c'est tout à fait autre chose. Là, ça commence à être étudié. Tout le problème, c'est qu'on connaît encore très mal les pathologies qui vont sortir de ces différentes particules. Puis chacun réagit différemment. Et vous savez, avoir les données de santé publique, c'est très, très, très compliqué. Donc heureusement la Covid a été publique, mais il y a beaucoup de difficultés, donc c'est très compliqué d'accéder et de pouvoir répondre. Mais je sais qu'il y a de plus en plus d'études qui se font sur ça, parce qu'on découvre, là le glaucome dont je vous ai parlé, c'est une découverte extrêmement récente. Donc, et après ça dépend du type de particules solides que vous allez aussi inspirer. Elles n'ont pas du tout le même niveau de dangerosité entre les métaux, les minéraux, certains minéraux, le carbone. Donc c'est un sujet très 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 complexe. On sait que le carbone c'est ce qui est le plus dangereux. Ça c'est vraiment connu, une base de carbone. Après, il y a des débats sur le rôle des sables sahariens en particulier. À quel niveau c'est dangereux ou pas dangereux, on ne sait pas trop. Dans le cas de la Covid, ce qu'on a vu nous, c'est qu'apparemment c'est toutes les particules qui étaient dangereuses, quel que soit le type de pollution. Du moins, alors je dirais peut-être autre chose dans quelques années. Mais d'après les premières analyses, pourquoi? Parce que c'était une irritation mécanique des poumons, pas forcément une irritation chimique. Et la mécanique, elle se produit à peu près avec n'importe quel type de particules. Une dernière question pendant que j'ai le micro, peut-être, oui. Je ne fais pas long. Sur la mortalité en lien avec les taux de parties de PM2,5, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un effet quand même au niveau météo? Parce qu'on sait que le virus se diffuse un petit peu plus en hiver et qu'on a des taux qui sont aussi plus importants en hiver. Est-ce que ça peut être lié ou pas? Eh bien, on pense qu'en fait c'est le contraire. C'est-à-dire que normalement, les virus ont plus de survie en été qu'en hiver. Donc on devrait être plus malade en été qu'en hiver. Or si on est malade plus en hiver qu'en été, c'est à cause de la pollution. Donc c'est vraiment une charge, puis il faut une charge virale minimale et encore une fois, une forte variation des taux de pollution. C'est la clé, elle est là. Or les pics de pollution sont plus importants en hiver qu'en été. Donc la météo joue, puis évidemment si on a un hiver complètement pluvieux, c'est clair qu'il y aura moins de mortalité. En France, en Europe, il y a eu un pic de mortalité qui a été constaté après l'épisode de pollution du début de l'hiver 2022. Ça n'a pas loupé. Donc c'est vraiment, oui, on va être lié aux conditions météo, mais aux conditions météo qui vont déclencher la pollution plus que la propagation du virus. Oui, j'avais plusieurs questions. La première, c'est l'AD Blue qui est utilisé dans les nouveaux diesels. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Ça déplace le problème. Ça crée notamment de l'ammoniac. Pas top. Ok. Mais ça augmente les performances des moteurs, oui. Ouais, j'avais une autre question aussi par rapport... Alors, il y a quand même 6000 camions qui passent tous les jours, hein, donc j'ai noté que c'était que 30%. 30% de réduction. À une époque, quand ça a été fait, c'était... supposons que dans la vallée, si tout le monde se met à la pompe à chaleur, donc arrête le bois, si tout le monde roule en véhicule électrique, est-ce qu'on peut estimer si on arrête l'incinérateur, si on arrête les industries, on va tout diminuer. Oui, mais si nous, individuellement, parce qu'individuellement, nous, on ne peut pas arrêter l'incinérateur. On est d'accord, on ne peut pas arrêter les camions, on ne peut pas arrêter. Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est le chauffage, et puis l'électrique. Essayer d'avoir moins de déchets, trier les déchets, c'est déjà une... Oui. Et puis j'avais une autre question aussi sur les vents, en fait. Tout ce qui vient de l'extérieur, là on parle beaucoup des feux de forêt du Canada qui viendraient en France. Oui, sur les... Est-ce que ça se mesure ou pas? Parce qu'on a tous connu, enfin les plus anciens, que comment ça s'appelle, l'accident de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières, mais c'est normal, quel impact ça a aujourd'hui? Est-ce qu'on sait, le mesurer? Nous on fait des mesures régulièrement dans ces épisodes. D'abord, souvent c'est à haute altitude. Alors, après, vous allez avoir une retombée. Typiquement, quand il y a eu l'incendie dans les Landes, il y a eu pendant quelques heures une retombée sur la région centre et sur Paris. Bon, voilà, ça dure pas forcément longtemps. Souvent, ça reste quand même en l'air, ça va se disperser dans l'atmosphère, donc ça va être des taux relativement faibles. Sauf qu'il peut y avoir un pic, typiquement les sables sahariens aussi, quand ils vont tomber une nuit ou quoi que ce soit, là vous allez avoir un pic de pollution qui va durer quelques heures et qui peut être à des niveaux relativement élevés. Mais les feux canadiens, c'est quand même pas notre urgence, ça a des conséquences par contre climatiques. Hein. Mais et en fonction de l'altitude, ça peut jouer positivement ou négativement parlant. Mais ce ne sera pas la source. Il y a eu un cas par contre, le fameux épisode de pollution de 2022 dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est une grosse partie, c'était de la pollution importée d'Allemagne
Vous savez, les donneurs de leçons, mais qui font du charbon à tout berzingue, et qui empêchent le nucléaire français, enfin bon, la parenthèse. Et donc, c'était un pic de pollution allemande et polonaise. Parce que là, il y a eu vraiment des directions de vent qui ont fait que toute la pollution des pays de l'Est s'est répandue sur le reste de l'Europe et est venue. Donc souvent, il y a de l'importé, mais dans un certain nombre de cas, c'est du local. Et là aussi, c'est très compliqué de faire la part de ce qui est du local et de l'importé, parce que ça va dépendre où vous vous situez, de la géographie, de comment les vents circulent. Et même à l'échelle d'une grande ville comme Paris, on peut avoir... À un moment, on a trouvé une variabilité d'un facteur 5 de la pollution, de la concentration massique en PM2,5 d'une rue à une autre. Simplement en fonction de la circulation du vent. Ce qui prouve que c'est très difficile, encore une fois, de généraliser, et c'est vraiment qu'une succession de cas locaux. Et vous avez parlé également tout à l'heure de la pluie. Oui. Quel est l'impact? Est-ce que ça vraiment, ça permet de réduire énormément la pollution? Ça aussi, c'était un vieux serpent de mer, et on a fait une publication avec une collègue de l'INSERM. Ça va dépendre de la pluie. Si vous avez un énorme orage, une belle tempête, avec du vent et tout, ça nettoie tout, ça balaye tout pendant quelques heures, vous êtes tranquille. Mais si vous avez une pluie classique, bon, voilà, ça va pleuvoir, ça envoie un peu vers le sol, et puis, qu'est-ce qui se passe? Les sources continuant à polluer, en l'espace de quelques heures, enfin, quelques minutes pour les petites particules et quelques heures pour les plus grosses, on retrouve au niveau d'avant la pluie. Donc, très 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 faible diminution tant qu'on ne supprime pas les sources. Encore une fois, c'est le vent, des forts vents qui peuvent éliminer et laver l'atmosphère. Mais une petite pluie classique ne change pratiquement rien. Et la neige? Ça va dépendre, c'est compliqué la neige, et ça va dépendre aussi de l'intensité. On ne diminue pas la pollution, on la disperse. Oui, c'est bien ça, ils le savent. Mais encore une fois, ça limite la pollution dans les foyers. Mais là, et après, on participe au bilan global. Alors encore une fois, quand c'est des choses de la surface qui remontent dans l'atmosphère, qui vont dans la surface, c'est comme un cycle relativement de surface, comparé à ce qu'on a sorti du sous-sol et qu'on injecte dans l'atmosphère. Parce que la parole scientifique, elle est là. On sait depuis des années que les particules ultra-fines sont dangereuses pour la santé, tu l'as bien expliqué. On sait que le chauffage au bois est responsable. Tu as expliqué le rôle des nouveaux chauffages au bois qui polluent beaucoup plus en particules ultra-fines. Sachant tout ça, on va quand même nous mettre dans la vallée de l'Arve des chaufferies collectives au bois. Dans le Pollution Tour, nous sommes passés dans l'endroit où vont être 2 chaufferies collectives au bois, c'est pas une, mais 2, parce qu'on est en dessous du mégawatt. Ça ne sera pas classé ICPE, donc il n'y aura pas de surveillance. Ça va laisser passer des milliards de particules ultra fines. Oui. Il y aura les élèves à côté dans la cour d'école. Il faut peut-être faire des recours. Il y a toujours beaucoup de recours administratifs qui sont possibles. Et puis après, il faut aller dans les médias. Il n'y a pas de miracle. Ça Alors, marche quand même on a déjà bien. fait 3 courriers aux préfectures. On lance une pétition. Mais je veux dire, comment des élus, comment dans un plan de protection de l'atmosphère, un préfet peut laisser ça? C'est pas possible. En plus, le préfet il tourne, il reste 2 ans. Celui de celle qui est prévu à Valorcine, ça va être à l'air, comme tu disais, on devrait les mettre sur les pistes. Il y aurait déjà beaucoup moins de mal. Ah oui. Mais là, en fond de vallée, où on sait déjà que c'est archi pollué, on sait que l'hiver, il va y avoir une concentration énorme. Et là, il faut attaquer pour mise en danger d'autrui. Oui. Là, la réponse est oui, bien sûr. Et il faut vraiment contacter Respire aussi, l'association Respire qui a quand même qui est très entendue, puis il faudrait voir aussi avec leurs avocats, parce qu'il y a probablement un cas de mise en danger d'autrui. D'autant que maintenant, le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, c'est issu pas celui-là. Le constat, il est là. Ça c'est issu d'une publication anglaise, ministère de la Santé britannique. Donc c'est parfaitement recevable auprès des élus locaux. Les études existent. Oui, partout on prend des décisions et dans la vallée de l'Arve, on va continuer. Bon, c'est pareil, c'était par rapport aux individuels, mais enfin, vous imaginez que ça va être comme de la chaudière à granulés. C'est le même principe. Et c'est peut-être même pas du granulé d'ailleurs, donc... Est-ce que vos capteurs mesurent les particules ultra fines ou pas? Non, alors c'est pas mes capteurs, mais... Enfin,
Les capteurs. Les capteurs qui mesurent la masse, ils mesurent la masse. Donc les particules ultra fines ne pesant quasiment rien comparé à des plus grosses particules, ils ne les détectent pas. Après, vous avez des appareils qui peuvent mesurer les ultra fines, mais un appareil, c'est très cher. Le prix d'entrée d'un appareil est encore portatif, donc sans l'infrastructure, le bâtiment et tout pour le protéger, c'est 70 000 € l'appareil. Et donc après, on ne peut pas opposer à une municipalité qui va nous dire on a une diminution des particules, on ne peut pas opposer le fait qu'ils augmentent les particules ultrafines. Non, mais vous pouvez déjà opposer. On n'a pas de mesure, mais vous pouvez opposer à partir de la mesure des PM2,5 que vous avez 110 jours de dépassement du seuil par an. Ça c'est par rapport aux recommandations OMS. Et même si on prenait les normes par rapport au PM2,5 ou au PM10, je vous rappelle que la France est condamnée régulièrement pour dépassement. Vous êtes parfaitement ici comme le dépassement d'une grande ville, même en PM10. Hein. Et quel est le prix donc c'est opposable. Quel est le prix d'un appareil pour mesurer? Pour mesurer quoi? Le dosage des particules. Les ultra-fines, vous voulez dire, ou les classiques? Je vous ai dit. Les classiques, d'abord les classiques. Le classique, les appareils de référence, c'est 100 à 200 000 € l'appareil, plus des frais de maintenance, du personnel en énorme quantité, parce qu'il faut nettoyer l'appareil tous les mois, voire plus, le réparer quand il ne va pas, le climatiser, donc il faut une infrastructure, un petit bâtiment, parce qu'il ne faut pas que l'appareil soit aux intempéries, donc ça coûte une fortune. C'est très très cher. Hein. Même avec les appareils classiques robustes, ça coûte une fortune. Et après, par contre, vous avez des appareils dits indicatifs, dont certains réseaux de qualité de l'air commencent à utiliser les résultats, et puis d'autres plus conservateurs ne veulent pas les utiliser. Donc là, après, il y a des batailles actuellement sur les agences de qualité de l'air, sur l'avenir de la mesure des particules. Donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est... moi, je m'interroge toujours à comment faire passer le message. Donc, moi, je suis quand même médecin. Je constate énormément de choses en cabinet qui ne sont pas normales. On n'arrive pas à faire passer un message qui est quand même essentiel. On est dans une zone de PPA, on a la géographie qu'on a, l'aérologie qui est nulle. Le message qui est le suivant, toute combustion crée de la pollution atmosphérique. On est d'accord. Ça ne rentre pas dans les têtes. Ça commence à venir. Oui, mais on brûle, mais on va nous dire, ouais, mais il y a les filtres, il y a le vent, il y a la pluie, il y a tout ce qu'on veut, etc. Et ça ne rentre pas dans le discours, ça ne rentre pas dans la tête de beaucoup de monde. Et comment il faut faire? Comment Je vais faire un peu de provocation, je suis désolé si j'en choque certains, mais nous avons quand même en France les écologistes parmi les plus nuls. Ça, c'est vrai. Mais oui, ce serait tout à fait le rôle de partis écologiques de faire passer le message. Or, ils ne le font pas. Ils se sont acharnés contre le nucléaire. Je ne suis pas forcément pro-nucléaire, mais c'est un système de transition qui limite les dégâts. Et on sait maintenant qu'en fait, tout ça a été piloté par l'Allemagne. Enfin, c'est assez épouvantable. Comment beaucoup d'écologistes se sont fait avoir sur l'affaire du nucléaire. On n'a pas forcément des relais, et c'est pour ça qu'il y a des relais qui commencent à se faire par des associations, par des collectifs, parce que quand même les collectifs commencent à être reçus assez régulièrement au ministère. Respire aussi, Respire a d'ailleurs été créé par ça, et c'est un bon relais, parce qu'ils ont vraiment leurs entrées dans les ministères. Donc les choses avancent. Je vais citer un exemple, je ne donnerai pas de nom, mais dans une grande région française, une des plus grandes, qui n'est pas à gauche. Donc ça commence à se préciser. Il y a eu création d'un poste de chargé de mission de qualité de l'air. C'est vrai. Et qui fait des choses, qui fait beaucoup de choses et qui fait passer les messages. Non, mais tout ça pour vous dire qu'il faut rentrer dans le système politique. Il faut s'engager parce qu'il y a des équilibres, il y a des choses qui bougent. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et il y a des choses qui se passent. Hein. Et croyez-moi, les lobbies écologiques sont très puissants aussi. Ou les contre-lobbies, ceux qui sont contre le lobby industriel, ils ont leurs entrées, ils sont écoutés. Après, il y a des arbitrages qui sont faits pour des tonnes de raisons, mais il y a quand même des choses qui peuvent se faire, donc il faut s'impliquer. Et après, j'ai aussi une autre constatation, c'est qu'effectivement, le discours il y a le discours scientifique qui commence à peser énormément, mais le discours sanitaire, pas du tout. On a mis des années pour faire comprendre le climat. Bon, c'est à la mode. C'est une avancée majeure. Ne désespérons pas sur la pollution. Moi, je veux dire franchement...
Parce qu'il faut quand même savoir que moi, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée. Je suis médecin de crèche à Chamonix. Je suis médecin aux ouches, généraliste, et j'ai jamais vu autant d'enfants sous ventoline, sous Flixotide. Et cette année, j'ai eu 4 hospitalisations gravissimes d'enfants pour bronchiolite, chose que je ne voyais pas il y a 10 ans. Ça m'enrage. Et c'est pareil, par exemple, je fais des protocoles d'accueil individualisés. Je n'ai jamais vu autant de protocoles pour l'asthme, pour les moins de 3 ans en crèche. Mais d'un autre côté, on n'a jamais autant parlé de pollution dans les médias, hein, franchement. Ça, c'est sûr. Et j'en sais quelque chose. Hein. Donc le message passe, c'est lent. Oui, mais la nouvelle loi de qualité de l'air sera quand même pas si mauvaise que ça. On n'a pas tout obtenu, mais franchement, il y a des avancées importantes. Ça avance. Mais là aussi, ça fait partie un peu des choses que je dis relativement régulièrement. Il ne faut pas tout attendre de l'État. L'État, c'est nous. Faut pas dire l'État réglera le problème, c'est pas vrai. L'État, c'est quand même en partie le citoyen. Et s'il veut prendre part, faut s'appliquer dans des collectifs ou dans des partis politiques ou autres, parce qu'il y a des débats. On a quand même la chance en France de pouvoir avoir des débats, de pouvoir être entendu. Après, il y a des arbitrages qui sont faits pour des tonnes de raisons et pas toujours très avouables. Mais ne désespérons pas. Il ne faut pas attendre que l'État et le préfet, qui n'est pas formé à ça, se prennent des décisions parce qu'il a été inspiré par ça. C'est aussi aux citoyens de beaucoup plus s'impliquer dans la vie civile pour faire passer les messages et dans les responsabilités, franchement. On peut terminer sur une note positive, c'est que l'Institut éco-citoyen, qui est en projet donc depuis quelques années dans la vallée de l'Arve, va voir le jour grâce à nous tous. Et c'est un beau message d'espoir pour que la parole scientifique soit justement donnée. Et il y aura tout le monde autour de la table, aussi bien les industriels que les élus. Oui, donc, et vous en ferez partie. On vous dit un grand merci d'avoir accepté. Les choses évoluent pas assez vite, mais si vous savez de quoi on est parti il y a 60 ans, regardez les vieux reportages télé de la pollution des années 60 et les tout premiers sujets qui s'appelaient la France défigurée dans les années 70. On est parti de très très loin. Donc franchement, les choses n'avancent pas assez vite, mais ça avance et on est quand même dans un monde libre et on peut s'exprimer. Voilà.